Tous les combattants veulent gagner. C'est une phrase qui a énormément de sens et j'espère que vous me remerciez chaudement de vous apprendre des choses si difficiles à concevoir, mais les combattants sont des compétiteurs acharnés et la victoire est la seule issue possible dans l'octogone à leurs yeux. Je vais vous apprendre une deuxième chose qui va vous retourner le cerveau, mais parfois, les choses ne se passent pas comme ils l'ont prévu. C'est aussi la nature du sport. Pour qu'il y ait un vainqueur, il faut un vaincu et perdre en MMA peut prendre des formes bien plus cruelles et brutales que dans d'autres disciplines. Même si un revers est probablement extrêmement difficile à avaler, il y a des instances où prendre un peu de recul permet aux athlètes de se rendre compte que tout n'est pas noir dans la défaite. Presque à l'inverse d'ailleurs, il y a des défaites sur lesquelles se sont construits les combattants, qui définissent qui ils sont et ont permis d'écrire leur légende. Considérer une défaite comme presque une victoire est un exercice de gymnastique mentale un peu complexe et surtout c'est vraiment une construction narrative de fans plus que d'athlètes, mais allons-y tout de même, vous êtes sur la chaîne des Journeymen et voilà 10 défaites qui ont élevé un combattant. Numéro 10, Belal Muhammad contre Jack Della Maddalena. Après toutes ces années à cravacher à l'UFC, il s'avère que la meilleure chose que pouvait faire Belal Muhammad pour enfin obtenir de la sympathie du public, c'était de perdre. La relation des fans avec l'ancien champion des poids welter a toujours été extrêmement cruelle et il pouvait faire n'importe quoi. Il semblait que le public avait collectivement décidé qu'il ne méritait pas de soutien et pour le dire vrai, il n'en a jamais eu. Au-delà de sa personnalité un peu terne, c'est son style tourné vers la lutte qui a détourné l'audience, mais encore une fois, le narratif était un peu tronqué. On avait simplement atteint un point où tout le monde se foutait de sa gueule ouvertement et où même la promotion avait complètement lâché l'affaire. On rappelle qu'on parle quand même ici d'un champion du monde parce qu'à écouter certaines personnes, on aurait presque pu croire qu'on parlait d'un loser notoire qui n'avait jamais rien accompli de sa vie. Dans les semaines menant à l'UFC 315, il était assez évident que la majorité du public voulait qu'il perde sa ceinture, mais il restait le favori de son combat contre Jack Della Maddalena. L'affrontement classique du striker et du lutteur faisait redouter aux fans de l'UFC un combat lymphatique de 25 minutes complètement dominé par Belal et autant dire que ça n'enthousiasmait pas grand monde sur le papier. Surtout, les promesses du champion de boxer contre JDM étaient un peu vues comme de la provocation par l'audience parce qu'elles étaient accompagnées par la prétention qu'il avait la même qualité en boxe que Canelo Alvarez, ce qui est faux pour le dire très gentiment. Mais le combat principal de l'UFC 315 a complètement changé la donne. Contre toute attente, la lutte de Belal n'a pas fonctionné comme il l'aurait voulu et au lieu de s'entêter à chercher du temps de contrôle, il est allé à la guerre. Très visiblement le moins bon boxeur des deux, il n'a pas refusé le combat et même s'il a perdu une décision logique, les fans ont pu voir une autre facette du poids welter et même la part du public la plus réfractaire a dû admettre qu'il en avait plus dans le coffre qu'il ne le pensait, même si encore une fois, ils auraient peut-être pu s'en rendre compte un petit peu avant. Numéro 9, BJ Penn contre Lyoto Machida. Si vous ne saviez pas que ce combat avait eu lieu, vous avez peut-être été un peu surpris d'apprendre que BJ Penn et Lyoto Machida ont croisé le fer par le passé, mais comme vous vous en doutez peut-être, c'est au Japon qu'on doit cette bizarrerie. Entre ces deux passages à l'UFC, BJ Penn est allé faire un tour du côté du K1 lorsque des différents contractuels ont eu raison de sa relation avec l'UFC. À ce moment-là de sa carrière, la hype autour de l'Hawaïen était titanesque. Il avait battu Matthews pour la ceinture des poids welter de l'UFC, puis l'invaincu Rodrigo Gracie en poids moyen, et il semblait invincible dans des proportions qui dépassent largement la compréhension moderne du MMA. BJ était un poids léger, et pas un très gros poids léger non plus. Le voir affronter des poids moyens était déjà surréaliste, mais ce qu'il allait l'être encore plus, c'est son combat contre Lyoto Machida. Le dragon était invaincu, et surtout il combattait chez les poids lourds au début de sa carrière. Il n'était pas encore la légende qu'il allait devenir, mais le futur était déjà très prometteur pour lui. Le fait que BJ accepte de l'affronter n'a fait que renforcer l'image que le public avait déjà de lui, celle d'un combattant sans peur, prêt à relever n'importe quel challenge et qui était l'un des derniers représentants de la vision initiale du MMA, dans laquelle la notion de poids n'était pas aussi omniprésente. Oui, il a perdu le combat contre Lyoto Machida, mais c'était un affrontement extrêmement compétitif. Personne ne parlait de ce combat comme d'une défaite pour lui, mais plutôt comme d'un témoignage de sa qualité en tant que combattant. Cet affrontement a aidé à construire le mythe qui l'a entouré tout au long de sa carrière, et lorsqu'il est revenu à l'UFC quelques mois plus tard, le narratif était devenu « si Lyoto n'a pas pu le finir, qui pourrait bien le faire en poids welter ou en poids léger ?» Évidemment, les choses ne se sont pas exactement passées comme il l'aurait voulu lors de son retour à l'UFC, mais ce qui est sûr, c'est qu'une part de la légende de BJ Penn s'est écrite un soir de mars 2005 au Japon. Numéro 8, Gilbert Burns contre Khamzat Chimaev. Je ne crois pas qu'un combattant ait déjà eu l'air plus effrayant que Khamzat Chimaev dans ses premières années à l'UFC. Attention, il est toujours extrêmement imposant et sa victoire contre Robert Whittaker est terrifiante, mais la première fois que Borz a eu l'air battable dans un octogone, c'était contre Gilbert Burns. En 2022, l'UFC veut propulser Khamzat vers le haut du classement. C'est pour cette raison qu'il a droit à un combat contre le numéro 2 mondial alors qu'il était à peine dans le top 10 de sa division. Il faut dire qu'en cas de combat à l'UFC, on avait vu uniquement de la destruction de la part de Khamzat. Grosse marche en avant, surpuissant
puissant, rapide et il faisait passer des bons combattants pour des enfants. Sa victoire contre Li Jingliang à l'UFC 267 est l'une des plus terrifiantes que j'ai vues de ma vie. Gilbert Burns était évidemment un excellent combattant, ancien challenger à la ceinture qui sortait d'un succès contre Wonderboy. Mais il semblait que l'ancien poids léger était sur le point d'affronter un monstre de puissance. À titre de comparaison, sur les sites de paris sportifs américains, Khamzat était autant favori pour ce combat que ne l'était Volkanovski contre le Korean Zombie le même soir. Il faut dire que pour toutes les qualités évidentes que possédait Gilbert Burns, beaucoup questionnaient sa durabilité et son menton. Ses défaites contre Dan Hooker et Kamaru Usman étaient encore présentes dans l'esprit du public et alors qu'il était sur le point d'affronter un monstre comme Chimaev, pour beaucoup, ça n'allait simplement pas pouvoir le faire. Mais la légende de Gilbert Burns est née ce soir-là. Il a accepté d'aller à la guerre contre Khamzat Chimaev, lui a fait très mal et les deux hommes nous ont offert l'un des meilleurs combats de l'année. La réputation de Burns s'est envolée dans la défaite. Il est devenu l'homme qui a rendu Khamzat Chimaev humain, l'homme qui a accepté un combat dont aucun autre athlète ne voulait et qui n'est pas passé loin de remporter en plus. Il y a eu un clair avant et après UFC 273 pour Gilbert Burns, qui est devenu l'une des figures les plus adorées de sa division et même si les choses se passent moins bien pour lui depuis quelque temps, les fans ne sont pas prêts de l'oublier. Numéro 7, Diego Sanchez contre Gilbert Melendez. Diego Sanchez est l'un des combattants les plus divertissants de l'histoire de l'UFC. Il a pris part à des guerres incroyables et il a plusieurs combats que l'on peut considérer comme faisant partie des tout meilleurs de l'histoire du MMA. Plus particulièrement, ses combats contre Clay Guida et Gilbert Melendez. Il y a un contexte bien différent derrière ces affrontements en revanche. Lorsqu'il a battu Clay Guida, on était en 2009, il faisait partie des tout meilleurs combattants de sa catégorie et il a obtenu un combat de ceinture grâce à cette victoire. Mais lorsqu'il a affronté Gilbert Melendez, la situation était un petit peu différente. Diego était toujours un contender sérieux, il était toujours très divertissant, mais il semblait que ses meilleures heures étaient derrière lui. Il sortait d'une victoire très controversée, pour ne pas dire scandaleuse, contre Takanori Gomi, et il restait globalement sur plusieurs performances décevantes. Certains se demandaient s'il était encore un combattant de très très haut niveau, ou s'il devenait un nom sur lequel les jeunes prospects pourraient se bâtir une réputation. Surtout, il faut le dire, Gilbert Melendez, lui, sortait d'un combat de titre extrêmement serré contre Benson Henderson, et il était attendu de lui qu'il roule sur Diego Sanchez assez tranquillement. Les fans respectaient Diego, mais le réservoir commençait à avoir l'air vide et c'était difficile de l'imaginer connaître un regain de forme après une si longue carrière. L'attente autour de son combat était que Melendez maîtrise Diego pendant 3 rounds et s'impose assez tranquillement. Mais ça, c'était sans compter sur la détermination et sur le cœur de Diego Sanchez. Ce combat a rappelé au public pourquoi il a toujours été l'un des combattants les plus appréciés du roster. Il a survécu à 2 rounds extrêmement compliqués, n'a pas cessé d'avancer malgré une coupure à son œil. Et même alors que Melendez était largement plus précis et que Diego striquait un peu dans le vide par moments, la foule était derrière lui à chaque instant. Un uppercut tonitruant dans le 3e round lui a presque permis d'inverser le cours du combat, mais il finira par perdre une décision logique. Ce qui est certain, c'est qu'il a regagné le cœur de la foule ce soir-là et selon certains dires, il a peut-être sauvé sa place à l'UFC aussi. Numéro 6, Brian Ortega contre Alexander Volkanovski. En 2021, Brian Ortega était dans une situation un peu étrange. Il était perçu comme un bon combattant, mais avec seulement 2 sorties en près de 3 ans, sa défaite contre Max Holloway à l'UFC 231 était encore dans les têtes de beaucoup. Par souci de renouvellement des match-ups, il a obtenu un combat contre Alexander Volkanovski un peu sorti de nulle part, on va pas se mentir, et même si c'était un combat intéressant stylistiquement, pour beaucoup, l'idée générale restait que Brian Ortega était un mec du JJB qui manquait un peu de cœur et de durabilité pour s'imposer au plus haut niveau. Surtout qu'il affrontait Volkanovski, qui était en train de se construire un palmarès démentiel et qui n'avait été mis vraiment en difficulté que par Max Holloway. L'idée de la division à l'époque était que Volk et Max étaient plusieurs crans au-dessus du reste et que seul un 3e affrontement entre les 2 hommes pourrait décider de la suprématie de la catégorie. Les fans ne donnaient pas beaucoup de chance à Ortega de s'imposer, mais le soir de l'UFC 266, il a montré à tout le monde de quel bois il était fait. Avec cette guillotine dans le 3e round de leur combat, il est passé plus proche que n'importe qui d'autre de finir Volkanovski. C'est d'ailleurs à ce jour toujours aussi surréaliste d'observer la façon avec laquelle l'Australien se sort de cette soumission qui paraissait inéchappable. Mais malgré cela, Ortega a continué à montrer qu'il avait du cœur. Il est allé à la guerre avec Volkanovski et malgré la défaite logique, il a gagné énormément de respect et de sympathie du public. Cette défaite a changé son statut dans la promotion et il n'a été que dans des très gros combats depuis. Numéro 5, Alexander Gustafsson contre John Jones 1. La réputation de John Jones n'est pas au mieux de nos jours, mais si vous le voulez bien, nous allons faire un effort collectif pour nous replonger au début des années 2010. John Jones est sur le toit du monde, il vient de massacrer toute une génération de combattants et il l'a fait sans jamais vraiment rencontrer d'adversité. Mauricio Rua, Rampage, Lyoto Machida, Richard Evans, Vitor Belfort, ils sont tous passés au fil de l'épée en seulement 2 ans de règne.
Jon s'est déjà imposé comme l'un des tout meilleurs de l'histoire et du côté de l'UFC, on est un petit peu en galère. Les challengers naturels commencent à manquer et on a même commencé à piocher du côté des poids moyens avec Chael Sonnen. Du coup, Alexander Gustafsson était un vrai vol d'air frais, mais peut le considérer comme une menace sérieuse à la domination du champion. Le narratif du combat a été construit autour de cette hypothèse que Jon aurait peut-être du mal contre un adversaire aussi grand, mais les fans les plus investis questionnaient l'expérience de Gustafsson à ce niveau de compétition et les failles apparentes dans sa défense de lutte, ce qui n'est jamais un très bon signe avant d'affronter Jon Jones. L'avis général était tout de même que Jon n'allait faire qu'une bouchée du Suédois, qui n'avait tout simplement pas suffisamment de références pour inquiéter celui qui était perçu comme tout bonnement insurmontable. Ce qui a suivi a été un immense choc pour tous les fans du MMA. Je vais commencer par dire que sans contexte, le combat ressemble à un affrontement un peu serré que le champion remporte clairement sans dominer. Mais en direct, c'était surréaliste. Gustafsson a défendu la lutte de Jon, l'a ouvert, lui a fait mal et certains affirmaient même qu'il aurait dû gagner ce combat. Ce n'est pas le cas, mais voir Jones en difficulté était tellement inhabituel que les fans se sont empressés de prendre le parti de Gustafsson. Du jour au lendemain, il est passé de bon combattant respecté à véritable légende du sport et tout le monde voulait voir une revanche entre les deux hommes. Elle a bien été programmée, mais Gustafsson a dû se retirer du combat et le second affrontement n'aura lieu que plusieurs années plus tard, en 2018. Numéro 4, Tito Ortiz contre Frank Shamrock. Frank Shamrock est probablement le premier grand combattant de MMA, et j'entends MMA dans le sens du mélange des arts martiaux. Plus que n'importe quel autre de ses contemporains, Frank a saisi l'importance de mélanger tous les arts, plus que de se faire affronter des styles très disparates, et il a régné sur le MMA dans les premières heures de l'UFC. C'est arrivé à un point d'ailleurs où il était très difficile de lui trouver des adversaires crédibles. C'est dans ce contexte que Tito Ortiz a fait son apparition. Tito était encore très novice dans sa carrière, il a obtenu sa chance à la ceinture de Frank pour son 6e combat, et peu voyaient en lui quelqu'un capable de déranger Frank. Mais Ortiz représentait une nouvelle génération de combattants et même s'il a fini par perdre le combat, il a montré qu'avec un petit peu plus d'expérience, il pourrait être un véritable rival du champion. L'UFC 22 a été un moment charnière dans sa carrière. Il a prouvé aux fans qu'il appartenait à l'élite du sport et ce revers a complètement bouleversé sa façon de concevoir le MMA. Il a changé son entraînement, il a changé sa préparation physique et de son propre aveu, a compris que le talent brut ne l'emmènerait pas au sommet. Malgré la défaite, il était évident que Tito était l'héritier apparent de Frank et un combat compétitif entre les deux hommes lui a ouvert énormément de portes. Surtout, il a lui ouvert la porte de son personnage de bad boy, s'est créé une rivalité avec les Lions Den et cela a contribué à son explosion médiatique. Ce qu'il a obtenu de cette défaite de Frank n'était pas juste de la légitimité, c'était une toute autre vision du MMA, de son approche technique et médiatique et ça lui a permis de mettre sur pied un superbe règne quelques mois plus tard. On parle souvent de la défaite comme d'un apprentissage et ça n'a rarement été autant le cas que lors de l'UFC 22. Numéro 3, Nick Diaz contre Carlos Condit. Une chose qui revient souvent lorsqu'on évoque les meilleures heures de Nick Diaz, c'est qu'une partie de ses fans se comportaient presque comme des membres de secte. Il faut dire que Nick avait une personnalité unique, il ressemblait à un outsider, il était en clash constant avec le pouvoir en place, et son authenticité couplée à un style de combat barbarique ont fédéré autour de lui, comme cela a été le cas pour peu de combattants. Nick était un rebelle, il sortait du lot à cause de ça, et il faut le dire, il était aussi assez phénoménal dans la cage, et dans un MMA qui tendait vers une certaine direction, suivre Nick donnait le sentiment d'être à contre-courant total. Malgré sa relation houleuse avec l'UFC, sa popularité et son niveau dans l'octogone ont poussé la promotion à lui donner des gros combats. Le main event de l'UFC 143 pour la ceinture intérimaire des poids welter devait servir à propulser le natif de Stockton dans un combat extrêmement attendu contre Georges Saint-Pierre. Mais ça, c'était sans compter sur Carlos Condit qui a remporté une décision unanime qui a fait beaucoup de bruit. Le combat était serré et même si je l'ai toujours scoré pour Carlos Condit, je perçois l'argument des fans de Nick qui ont crié au vol et la phrase Diaz 1, 2, 5 est devenue légendaire. Elle a tant été martelée d'ailleurs que beaucoup de personnes pensent à ce jour que c'est le vol du siècle. Mais cet emballage et l'attitude de Nick après le combat ont largement élevé son statut, à un point où malgré la défaite, il a combattu Georges Saint-Pierre pour la ceinture lors de son combat souvent quand même. D'une certaine façon, perdre cette décision a réaffirmé son statut. Pour beaucoup, l'UFC l'avait volé à cause de ce qu'il était et la loyauté de ses fans n'en a été que renforcée. Numéro 2, Alexander Volkanovski contre Islam Makhachev 1. Lorsqu'on parle d'une défaite qui élève un combattant, difficile de ne pas immédiatement songer à son exemple moderne par excellence. Alexander Volkanovski reste à ce jour le combattant qui a mis le règne d'Islam Makhachev le plus en danger. On a parfois peur que les combats qui sont sur le papier si alléchants déçoivent un peu, mais le main event de l'UFC 284 donnait vraiment l'impression d'être le combat de MMA de plus haut niveau de l'histoire. Les deux premiers du classement pound for pound, les deux meilleurs combattants de la planète, le cocktail était tout simplement parfait et le résultat a été fantastique. Évidemment, tout le monde se questionne
questionné sur la capacité de l'Australien à gérer la différence de gabarit entre les deux hommes, surtout dans les phases de grappling durant lesquelles beaucoup pensaient qu'Islam ferait une différence significative. Mais le soir du combat, Volkanovski était compétitif dans les phases de scramble, il a fait reculer Islam, l'a challengé un peu partout et a surtout très largement remporté le dernier round. Même s'il a selon moi assez clairement perdu au round par round, beaucoup de personnes ont eu le sentiment général qu'il restait le meilleur combattant du monde dans la défaite et certains le voyaient même en vainqueur du combat. Comme souvent, voir un combattant d'une plus petite stature physique livrer de telles performances laisse toujours une grosse impression aux fans. C'est ce qui a rendu la carrière de Frankie Edgar si saisissante et c'est un mécanisme qui fonctionnera toujours. David contre Goliath n'est pas prêt d'être has-been. Numéro 1, Chael Sonnen contre Anderson Silva. En 2010, alors que l'Espagne célèbre sa Coupe du Monde et que Dubaï fait pousser une tour de 800 mètres de haut, on avait notre propre monument à nous dans le MMA, Anderson Silva. Le Brésilien n'était pas mauvais dans ce truc de combat libre, certains disent même qu'il était le meilleur de tous les temps. Il faut dire qu'il semblait absolument intouchable, était extrêmement créatif dans l'octogone et globalement, il semblait à des années-lumière de ses contemporains. Mais il semblait aussi, il faut le dire, qu'il s'ennuyait un petit peu par moments. Son combat catastrophique contre Demian Maia à l'UFC 112 a donné des sueurs froides à Dana White et Anderson manquait cruellement d'adversité. Voilà qu'entre dans la course un certain Chael Sonnen. Chael était un bon combattant sans aucun doute, mais il était un très gros outsider ce soir-là. C'est autour de ce combat qu'il est véritablement devenu la figure publique que l'on a connue par la suite. Dans les mois menant à l'UFC 117, on a un peu plus découvert son verbe, son sens de l'humour, mais même s'il avait pleinement saisi l'opportunité pour s'exposer aux yeux du grand public, ça n'a pas aidé le public à croire en sa victoire. Parce que Chael n'était pas considéré comme une menace sérieuse à Anderson, il était respecté pour son pédigré de lutteur et il avait amassé quelques succès probants, mais sa défaite cuisante contre Demian Maia était encore dans les esprits. Je ne crois pas qu'un combat ait autant bouleversé la perception qu'ont les fans d'un athlète que celui-ci sur le plan sportif. Chael a dominé Anderson Silva pendant 4 rounds et demi, ne perdant qu'à la fin de la 5e reprise par une soumission qui l'a privé de ce qui aurait été alors considéré comme le plus grand exploit de l'histoire du MMA. Malgré la défaite, Chael est devenu légendaire ce soir-là et il a continué de peaufiner son personnage et d'engranger des bons succès. Le lutteur plutôt discret, manquant de relief, s'est transformé en véritable star du MMA en une nuit et jamais une défaite n'a autant fait pour un combattant que pour lui. Voilà la liste, n'hésitez pas à me donner d'autres exemples qui vous viendraient en tête. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout va bien cette semaine. Nous, on se reparle très très bientôt. Salut tout le monde.